bonjour à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. Ce matin, une fois n'est pas coutume, on va vous proposer de vous passer la bague au doigt. Et oui, on parlera d'amour aujourd'hui, sous ses aspects juridiques, d'abord à travers le contrat de mariage. Maître Geoffroy Aymonnet nous dira tout sur le sujet. Et puis nous recevrons Pascal et Gilles Le Gardinier, l'auteur à succès, qui a écrit avec son épouse un livre de conseils pour la vie à deux, intitulé « Les phrases interdites si vous voulez rester en couple ». Et vous allez voir, ça devrait être cocasse. Dans la foulée du mariage, nous nous intéresserons aux bébés et plus particulièrement aux prématurés via le programme NICAP, un accompagnement personnalisé centré sur les besoins de l'enfant dans les services de néonat du CHU de Rennes. Le docteur Armel Thomas de Lapintière sera avec nous. Et puis comme chaque mardi, nous mettrons en lumière un projet en recherche de financement sur la plateforme de crowdfunding Kengo. Ce matin, il s'agit des vélos en bambou Made in Brest de Thomas Mazurier. Enfin, nous vous présenterons l'Avion de papier, une jeune maison d'édition bretonne spécialisée dans les albums jeunesse. Son originalité, un prix unique de 2 € pour tous les livres imprimés sur notre territoire. Voilà pour le menu. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour, merci de nous accueillir. C'est la folle ambiance ce matin. Dès qu'on parle d'amour, d'un coup, les gens sont concentrés. On est concentrés. Bon, Catherine. Ça va ? Ça va bien et vous ? Oui, moi je pense que... Ah, je vous sens chafouin. Oui, je vous sens chafouin. Désolée, vous allez dire que je fais pas d'effort, mais la première phrase à éviter dans le cadre d'un mariage, pour moi, c'est « oui, je le veux ». Oui, pourtant, je crois aux institutions. Attention, ça reste quand même une institution, mais je pense qu'en 2019, avant, on se mariait par obligation. Maintenant, c'est pour les impôts, on peut se le dire. Donc une fête de mariage, c'est un peu comme si quelqu'un venait inviter des gens à un pot pour célébrer son évasion fiscale, par exemple. Venez fêter l'ouverture de mon compte au Panama, il y aura du tarama, ça va être sympa et tout. Voilà, le mariage, c'est ça. Mais bien sûr, c'est autre chose, vous allez nous en parler. Là, en face de vous avez quand même des auteurs qui sont mariés depuis 30 ans. 30 ans Ouais, sans contrat. Sans contrat. Vous avez des irresponsables devant vous. Vous allez voir, ça va tout changer quand vous aurez entendu Maître Aymonnet. Ça va peut-être changer, on va voir. Mais, oui, la question que je me pose, bien sûr, on va vous en poser plein, Maître Aymonnet, c'est est-ce qu'il y a des clauses particulières ? Par exemple, une clause de non-concurrence. Ouais, ça existe, il ne faut pas aller voir ailleurs, ça c'est logique. La clause aussi, l'interdiction, au moins dire aux gens, faites semblant pour pas dégoûter les autres, au bout de certaines années. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Un droit de rétractation sous 12 mois, sans frais. Repris ou échangé. Ça peut dire ça aussi. C'est pas mal. Voilà, 10 au 10e acheté, le 11e est offert. Non, ça pourrait intéresser des gens. Donc, et puis 24 mois de rétractation en cas de VPC, bien sûr. Parce que si vous trouvez votre élu ou votre élue sur les internets, voilà, en distance. Et puis l'obligation aussi, le jour J, de ne pas imposer un dressing code à la con aux invités, parce que l'intérêt aussi pour les non-mariés du mariage, c'est de venir faire la fête, de se faire joli, et puis de s'enjailler, s'en coller une, et pourquoi pas de repartir non célibataire du mariage. Donc voilà, les dressing codes, genre sac à patate ou gros ringard, on évite. En tout cas, bon, allez, on va laisser une chance au mariage, on va vous laisser nous emmener, nous faire rêver. Oh non, je vous regarde pas, Geoffroy. Alors, laissons une chance au mariage. Allez, tout de suite, le mariage en images. On vient juste de mettre les canards, on les a élevés tous. Attendez, excusez-moi, mais vous avez pensé à faire un contrat de mariage pour vous protéger ? C'est pas la peine, mamie, on s'aime. C'est la phrase que vous ne pensiez pas entendre un jour, et pourtant, Mamie Colette n'a pas pu s'en empêcher. Et elle n'a pas tort, cette formalité n'est pas réservée qu'aux stars d'Hollywood, car il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, direction chez le notaire. Et après, c'est un peu comme au resto, on peut choisir sa formule. Menu 1, le régime communautaire ou universel. Tout ce qui était à vous n'est plus seulement à vous. Tous les biens sont mis en commun, même vos dettes, votre maison de campagne ou encore les draps Mickey de votre enfance. Menu 2, le régime de la séparation des biens. Chacun ses affaires et tout le monde est content. Menu 3, le régime de la communauté réduite aux acquêts. 1966, c'est le régime automatique s'il n'y a pas de contrat de mariage. Tout ce qui s'est passé avant ne concerne pas l'autre, mais on partage la moitié des biens acquis après le D-Day. Et enfin, le menu 4, le régime de la participation aux acquêts, le chouchou des Allemands et des Suisses. Chacun garde ses biens d'avant-union, mais en cas de divorce, chacun récupère ce qu'il a investi au centime près.
Au moment de l'addition chez le notaire, prévoyez environ 425 €. Mais rassurez-vous, à ce prix-là, vous avez le temps de la réflexion. Vous avez 2 ans après le jour J pour signer votre contrat de mariage. Et si vous héritez d'un gros magot, le contrat pourra être modifié tout au long de votre histoire d'amour avec l'accord de chaton. Voilà, le contrat de mariage, on y reviendra tout à l'heure avec Maître Geoffroy et Monet. On compte sur vous pour éclaircir tout ça. Bienvenue à tous les deux. Pascal Le Gardinier, C'est Gilles extraordinaire Le votre reportage. Vous adorez, vous êtes fan, hein, on s'entend. C'est surréaliste de voir ça. On parle d'une histoire d'amour, mais j'ai déjà beaucoup aimé le sommaire. Vous démarrez contrat, bébé, vélo pour se barrer après. Donc, en fait, Il y a une logique. Alors Gilles Le Gardinier, on vous connaît bien entendu comme auteur de best-sellers, dont le célèbre Demain j'arrête, mais vous avez déjà écrit tous les deux à 4 mains un roman intitulé Comme une ombre. C'était en 2001 et c'était suite à un pari, c'est vrai ça? oui, tout à fait. Oui. Je déjeunais avec une éditrice le jour du décès de Barbara Cartland. Ah, oui. C'était très triste, mais j'étais un jeune auteur. L'édition sait exploiter les jeunes auteurs et je lui avais dit maintenant que la dame n'est plus là, je vais pouvoir moi aussi écrire des romans sentimentaux et gagner ma vie comme elle, avoir un château rose et un chien moche. Et, donc vous avez aujourd'hui le château rose et non, le chien on a moche, échoué là-dessus, complètement échoué. Le chien, on n'est pas loin, mais du coup, on a essayé et puis j'étais pas doué tout seul, je m'en sortais pas et ma seule bonne idée, c'était d'avoir eu l'idée de demander à Pascal de dire plutôt que de te foutre de moi, viens m'aider et l'écrire à deux. C'est la première fois qu'on écrivait à deux et ça a été extraordinaire. On s'est vraiment marré. C'est vraiment beaucoup amusé. L'occasion de confronter les points de vue hommes et femmes sur ce qu'est une aventure, c'était très bien. Alors, désormais, vous avez à nouveau écrit ensemble un ouvrage sur la vie à deux, un ouvrage intitulé « Les phrases interdites si vous voulez rester en couple », paru chez J'ai lu. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce manuel de survie presque du couple ? En fait, c'est dans l'époque actuelle, on a souvent l'impression qu'hommes et femmes sont opposés. On entend beaucoup de choses sur les excès et les mauvais comportements des hommes et en réaction des comportements un peu extrêmes des femmes. Et on s'est dit que c'était l'occasion de faire entendre la voix d'un couple qui s'entend bien, juste pour dire que c'est possible si on a envie de vivre en couple. Ne pas dégoûter ceux qui ont envie avant même qu'ils essayent. Il n'y a pas de message. Est-ce que vous avez un secret de longévité ? Parce que 30 ans de mariage... Non, être occupé, avoir des choses à faire ensemble, regarder dans la même direction, considérer que l'autre vous permet d'être plus que vous-même, et puis de faire confiance. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais, et puis échanger beaucoup parler, discuter. Voilà. Et écouter l'autre, c'est essentiel. Et rire un peu. Quand même. Et rire aussi. Alors on rit beaucoup en lisant votre livre. Il y a des petites phrases, c'est vraiment assez rigolo. Finalement, on les a toutes dites ou entendues, ces phrases. Alors on peut en donner quelques exemples. Est-ce que vous les êtes vraiment dites, ces phrases-là? Par exemple, quand on aime quelqu'un, on passe toutes ses vacances avec. Vous avez vraiment dit ça? Celle-là, oui. C'est la seule du livre que Pascal m'a dit en me démarrant sur le pied avec sa R5 à l'époque. Authentiquement. On était jeunes couple à l'époque et j'avais du mal à supporter qu'il ait envie de passer du temps avec d'autres personnes que moi. Bon, alors c'est vrai. Je fais cet effet-là. Je peux comprendre, j'ai pardonné tout de suite. Alors il y a des phrases qu'on a évidemment tous entendues. T'as pas un peu pris? Celle-là, c'est... Après, ça peut se dire à un collègue de travail. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est pas... Nous, on le dit à notre chien, mais il répond pas. Mais à chaque fois, ce sont des phrases qui sont très emblématiques, très quotidiennes, mais qui ouvrent sur des secteurs qui sont importants. Et en fait, même si ce sont des vrais sujets, l'idée, c'est d'aborder très légèrement des sujets qui sont effectivement source de problèmes potentiels. Et qu'on peut dire finalement hors contexte de crise en rigolant un peu. Voilà. Oui, tout à fait, ça permet... Jamais comme ça. Jamais comme ça. Est-ce que vous en parlez dans le même sujet un peu la question piège, est-ce que tu trouves que cet homme me boudine? Donc ça, c'est une question piège, normalement, qu'il vaut mieux pas poser. Alors, dès qu'on parle aux hommes, dès qu'on demande aux hommes de donner leur avis sur les vêtements des femmes, on est dans des situations impossibles parce que vous avez des fois des goûts complètement pourris, il faut être très clair. Il faudrait dire tout de suite la réponse qu'on souhaite entendre. Est-ce que vous voulez la vérité ou est-ce que vous voulez qu'on reste ensemble? C'est miroir, mon beau miroir. C'est une question complètement fermée. Tout à fait. Alors, il y a le « on dirait ta mère ». Alors celui-là, ça fait beaucoup de mal, ce genre de choses. Celle-là, c'est une des pires. Surtout dites à un homme. Vous vous êtes inspiré de votre entourage pour
pour fabriquer ce livre, justement Oui, il y a beaucoup. En fait, il y en a heureusement peu qu'on s'est dit nous-mêmes. Sinon, j'imagine que ça ne ferait pas 30 ans qu'on est en couple, si on s'était dit tout ça. Mais c'est surtout en écoutant autour de nous les couples aller mal et se séparer. Et autour de vous, il y a eu quoi, 2/3 des couples qui se sont séparés? Non, plus que ça. On s'est mariés entre l'année d'avant notre mariage et l'année d'après. On a été 22 ou 24 couples à se marier. On n'est que 2 encore, 2 couples à tenir encore. Et les autres ont explosé. Il faut voir pourquoi. Il y a des souvenirs. Je me souviens d'un dîner où des copains se jetaient les assiettes de mariage qu'on leur avait offert. Ça fait mal. On n'a plus le ticket, maître. C'est ça qui est dur. C'est très dur. Les assurances, après, demandent des justificatifs. Est-ce que c'est un message d'optimisme, malgré tout, que vous voulez délivrer sur le couple? Parce que finalement, voilà, on peut prendre du recul. Et complètement. C'est aujourd'hui dire, c'est possible, malgré tout ce qu'on entend de terrible, malgré les appréhensions, malgré les a priori. Qu'est-ce qu'il y a pour ceux qui le veulent, ne pas les dégoûter de tenter l'aventure à 2. C'est juste extraordinaire. On peut plus à 2 qu'à 1, quel que soit le couple, en couple. Ce livre, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse aussi aux vieux mariés, entre guillemets, qui pensent que peut-être ils n'ont pas du tout besoin de lire un livre comme ça? Alors, on n'a pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Après, dire simplement, les gens qui sont déjà mariés peuvent peut-être aller mieux après l'avoir lu ou rire de ce qu'ils ont évité, parce que, grosso modo, survivre, c'est déjà une joie. Et après, surtout... C'est ça, votre secret, c'est la joie de vivre. En fait, vous avez l'amour de la vie. Il faut être capable de rire de ses erreurs et accepter de se tromper et de bonne foi, quoi. C'est un livre qui est fait pour provoquer le dialogue, donc ça, parler, on peut parler à tout âge. Et on a eu effectivement aussi bien des jeunes couples qui sont très intéressés que des couples plus âgés qui pensaient ne pas avoir besoin de ça et qui nous ont dit finalement, oui, on en a discuté et au moins ça nous a fait rire. Donc déjà ça, on est heureux. Au moins ils sauront pourquoi ils divorcent après, c'est mieux, c'est tellement chaleureux. Vous étiez en dédicace hier à Rennes au Forum du Livre. Quels étaient les retours des lecteurs? Ce qui est marrant, c'est que le livre est sorti depuis assez peu de temps, donc on n'a pas encore de retour global. Mais les gens viennent, et pour celles et ceux qui l'ont lu, ils accrochent sur une phrase. Chacun trouve la phrase qui lui parle vraiment. Et c'est vraiment ce qui nous touche, c'est voir les gens s'approprier quelque chose qu'on propose pour le faire rentrer dans leur histoire. Là, c'est vraiment intéressant. On n'a pas de leçons à donner, on n'est pas là pour étaler quoi que ce soit, on n'a rien réussi à part le fait d'être heureux pour nous-mêmes. Oui, mais ça ne concerne que nous. Après, si on peut le partager et que le manque d'erreurs qu'on a fait puisse servir à d'autres, tant mieux, c'est notre seul but, que les gens aillent mieux après ça. Ah ben voilà, un beau message. Au cas où d'acheter en double exemplaire. C'est ça. S'il y a une séparation bien après, comme ça chacun repart avec son livre pour après. Oui, c'est bien. Chacun le sien. Achetez-en 2. Geoffroy, vous l'achèterez? Oui, sûrement, c'est assez intéressant. Il y a peut-être des phrases que vous avez déjà dites, c'est quoi? C'est juste une copine. C'est gênant là, Laurence. Que vous avez peut-être déjà entendu de gens qui sont face à vous après, ça c'est certain. En tout cas, on trouvera tous forcément de quoi nourrir notre vie intime, c'est assez rigolo. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être venus. Alors quoi de mieux pour resserrer les liens du couple qu'une escapade à 2 dans un hébergement insolite? Eh bien, direction la Roche-Maurice près de Brest, où une famille propose de dormir à la belle étoile ou presque, protégée par une bulle, une expérience au plus proche de la nature pour déconnecter. Ambiance avec Gwenaëlle Elbron et Louise Cognard. Donc là, on vient juste de mettre les canards. On les a élevés tout l'hiver pour qu'ils soient assez gros et costauds pour aller sur les temps. Quand vous verrez les carpes qu'il y a dedans, je pense que vous n'aurez pas trop envie de vous baigner. Ici, tout est fait pour buller, autrement dit, savourer et profiter, rien d'autre. Se mettre dans sa bulle. Donc la petite radio, vous ouvrez la première porte, ensuite vous la fermez et vous ouvrez la deuxième pour pas que ça se dégonfle. Puis après vous rentrez dans la bulle. D'accord. C'est trop beau. C'est vachement joli. C'est trop marrant. De mon côté, c'est tout bleu. Là-bas. Ah ouais, au-dessus aussi. Ouais, ça le fait. Il flotte ici comme un air de sérénité, une parenthèse enchantée, tout ce qu'Élodie Rouet souhaite proposer à ses hôtes. Amateurs de gîtes insolites, avec son mari, ils ont mûri le projet pendant longtemps. Il y a 2 ans, ils changent de vie et se lancent. J'ai toujours aimé aller faire des hébergements insolites pour être déconnecté, pour passer un bon moment, discuter, avancer dans des projets, avoir un instant un peu sans enfant, un petit peu, peinard. Donc en fait, voilà, j'avais envie d'offrir ça
aux gens pour qu'ils puissent se déconnecter tranquille. L'accueil est familial, les 3 enfants sont investis dans l'aventure. Au service ce soir, Hugo, l'aîné. Plateau de fruits de mer, de l'océan gourmand, Alain Garneau. Santé. La nuit venue, place au spectacle. Quand elle va... C'était quoi? Une étoile filante. Ah, trop fort! On vient de voir une étoile filante au-dessus de nous. Journal, fleurs, phare ou crêpes, fromage. Bon, c'est parfait. Ce matin, c'est Lilou qui est chargé du petit déjeuner avec son papa. Bon, vous avez pu voir quelques étoiles? Ouais. Ouais. D'accord, bon, bah, c'est une bonne chose. Valentin, lui, assure l'entretien de l'étang. Dans la famille, c'est sûr, on ne bulle pas. On leur dit souvent on est une équipe, on se réunit toujours tous ensemble pour voir qu'est-ce qu'on veut faire. Donc des fois c'est à eux, on fait des vacances un petit peu en fonction de ce qu'ils veulent aussi parce que ils ont donné dans le projet, donc voilà. Cet esprit d'équipe séduit à chaque fois les visiteurs. Chaleureux et familial. C'est vrai. Ils sont tous ensemble, c'est trop mignon en plus. Un atout de plus pour cette petite pause, hors du temps. Ce matin, on a ouvert les yeux et voilà, juste là, c'était avec la lumière, je sais pas, ça faisait un peu bleu-violet. C'était magnifique. On s'est dit, ah ouais. C'est vraiment à faire parce que c'est... Je sais pas vraiment de mots. C'est mignon, on lisait tout à l'heure. Un petit cocon, juste à 2, avant l'arrivée de bébé. Voilà, vous êtes bien dans votre émission Ensemble, c'est mieux. On parle ce matin du contrat de mariage. Alors, pour en parler de manière professionnelle, on va donc voir avec vous, Maître Geoffroy Monet, comment parler justement de ce contrat de mariage. Est-ce une nécessité, est-ce une obligation? Vous allez tout nous dire. Alors, c'est pas du tout une obligation, c'est une faculté de faire un contrat de mariage. Il faut, pour bien comprendre la situation, savoir d'abord qu'il y a un socle de règles qui s'applique à tous les couples. Contrat de mariage ou pas contrat de mariage. Donc le socle de règles, c'est très simple, c'est ce qu'on entend par exemple à la mairie lorsque le maire rappelle les attributions du couple avec un devoir d'assistance, de secours, de fidélité. Puis de façon plus concrète, c'est aussi l'obligation qu'a chaque époux de prendre sa part dans les charges du mariage, de payer des factures de la vie de tous les jours, et puis aussi d'être solidaire dans le paiement de tout ça. Si vous faites un crédit à la consommation en lien avec des dépenses absolument nécessaires pour votre vie de famille, pour la cantine des enfants, pour la scolarité, pour plein de choses. Toutes ces dépenses-là, que vous soyez marié en contrat, enfin avec contrat, sans contrat, vous êtes solidaire. Les impôts, pareil, solidaire. La taxe d'habitation, les impôts sur le revenu, solidaire. Donc déjà, tous les couples doivent obéir à certaines règles qui sont communes à tous. Ensuite, contrat de mariage ou pas contrat de mariage. Il faut d'abord se poser la question de quoi on parle, parce que c'est vrai que le contrat de mariage, pour les gens, c'est assez abstrait, c'est assez flou. C'est en fait le régime matrimonial que vous allez choisir. Et le régime matrimonial, c'est le statut de vos biens. À qui appartient tel ou tel bien et quels sont les pouvoirs des époux sur ces biens. Donc très concrètement, si par exemple vous vous séparez, s'il y a un divorce, vous allez forcément vous poser la question de savoir à qui appartient ce bien. Est-ce qu'il appartient à l'un seul des époux ou est-ce que les deux peuvent revendiquer la moitié du bien? Ça, c'est le régime matrimonial qui détermine le statut du bien. Voilà. Alors, on va justement faire un petit éclairage sur les différents régimes matrimoniaux par contrat de mariage. Il en existe plusieurs. Vous allez nous refaire un petit peu le point, si vous voulez bien. Alors, il faut partir de la base. Si on ne fait pas de contrat de mariage, c'est quand même l'essentiel des époux qui se marient sans contrat de mariage. Donc, sans contrat de mariage, c'est votre cas. Vous nous avez dit, sans trahir votre vie personnelle. Le chien est à moi. Il faudra le partager. Donc, le régime légal, c'est-à-dire celui qui s'applique selon la loi pour tous les gens mariés sans contrat, donc sans passer chez le notaire, vous allez directement en mairie, vous serez soumis à un régime qu'on appelle de communauté. Donc communauté, enfin, vous le savez, c'est assez connu quand même, communauté de biens réduite aux acquets. Il fonctionne très simplement. Tous les biens que vous aviez avant de vous marier sont des biens propres, des biens personnels à chacun des époux. Et on y ajoute également les biens que vous recevez de vos familles par donation, par succession. Ça, ce sont des biens propres. Et puis au milieu, il y a une boîte commune qu'on appelle des biens communs, constituée de toutes les richesses, de tous les biens accumulés par le couple au fil du mariage.
Et ce pot commun est donc 50-50. Voilà comment marche le régime de communauté. Ça, c'est le régime de base. Lorsque vous souhaitez faire un contrat de mariage, c'est que vous souhaitez changer, vous souhaitez adopter d'autres règles que ces règles-là. Et là, vous allez vous poser la question pourquoi et quel autre contrat de mariage je peux éventuellement adopter. Voilà. Donc vous avez, ça a été évoqué dans le sujet, le plus connu, la séparation de biens, où là chacun reste propriétaire de ses biens d'avant, chacun sera propriétaire des biens pendant le mariage qu'il aura mis à son nom. Donc c'est un régime un peu d'indépendance, d'autonomie des patrimoines. Et c'est un régime matrimonial qui plaît et qui est souvent nécessaire pour les artisans, les commerçants, les indépendants, les professions libérales, les chefs d'entreprise, et puis aussi pour les couples qui se remarient. Ça simplifie énormément les choses de faire une séparation de biens pour ne pas tout mélanger. Voilà. Ensuite, ça a été évoqué dans le sujet, la participation aux acquêts, c'est un régime beaucoup plus rare qui mélange un petit peu la séparation de biens pendant la vie du couple, et puis à la fin, on retrouve un esprit communautaire en rééquilibrant les patrimoines. Mais c'est un régime qui est bien sur le papier, mais qui est un petit peu compliqué en pratique. Et une communauté universelle, dernier régime, qui est un régime totalement communautaire, avec une volonté de tout mettre dans le pot commun. Il n'y a plus de biens personnels, il n'y a plus de biens propres, tout devient commun. Et c'est souvent un régime qui est adopté par des gens qui sont au tournant de la retraite et qui sont plutôt sur leur deuxième partie de vie de couple. Voilà. Alors, vous le savez, hein, Geoffroy, tous les jours, les téléspectateurs peuvent nous poser leurs questions. On va tout de suite écouter la question de Jennifer de Quimper. Et j'espère que vous pourrez y répondre. Bonjour, je m'appelle Jennifer, je viens de Quimper. Dans une nouvelle union d'une famille recomposée, cela complique le contrat de mariage ? Alors, est-ce que cela complique le contrat de mariage, une famille recomposée ? Elle n'a pas l'accent de Quimper. Non, pas du tout, c'est ce qu'on s'était dit aussi, mais bon, voilà. Pourtant, hein. Non, le contrat de mariage dans une famille recomposée, il est plutôt souhaitable, justement. Encore plus. Bah oui, justement. Parce que si on n'en fait pas, il faut rester très simple, en fait. Si on n'en fait pas, on sera soumis au régime légal, donc sans passer chez son notaire. Pourquoi pas, mais ça va vous réserver des problèmes par la suite, parce qu'il va y avoir justement, lorsque vous avez une vie d'avant, chacun a un patrimoine, tout va se mélanger un peu et on n'y comprendra plus rien à la fin. Donc, dans un cas de famille recomposée, pour les familles qui souhaitent se marier, une séparation de biens sera vraiment conseillée. D'accord. Très important. Puis les familles recomposées ont passé le cap de « Oh, tout est beau, tout est joli ». C'est ça, elles sont échaudées en général et puis elles commencent à aborder des sujets plus simplement que des jeunes couples qui parfois n'osent pas trop se poser ces questions-là et on peut les comprendre. Mais des gens qui se remarient à 45 ans, en général, ils ont un peu d'expérience de ces choses-là. Ils ne veulent pas revivre une seconde fois des difficultés patrimoniales. Voilà. Ils savent ce que valent un aspirateur de table et une machine à cappuccino, par exemple. Pas de message. Et un demi-chien. Et un demi-chien aussi, c'est important. voilà. On va terminer avec une question très, très pragmatique. À quel moment signe-t-on ce contrat de mariage ? On le signe juste avant de se marier. Donc pour les gens qui sont les jeunes couples qui vont se marier, on passe chez son notaire environ un mois avant, en tout cas quelques semaines. Il n'y a pas de règles précises, mais c'est en amont, forcément. Vous ressortez de chez votre notaire avec un certificat qu'il faudra amener à la mairie pour justifier que vous avez préalablement signé un contrat de mariage. Et le coût d'un contrat de mariage, c'est tarifé par l'État, c'est aux environs de 400 €. D'accord. Voilà, il y a une partie notariale et puis une partie pour l'État. Merci, Geoffroy. Je vous en prie. Est-ce que ça va vous donner envie de faire un contrat de mariage, Pascal? C'est un peu tard, j'en ai bien peur. On peut le faire. Mais non, jamais trop tard. C'est une dernière chose que je voulais aborder, c'est que là, on a abordé le contrat de mariage, j'allais dire initial lorsqu'on va se marier. Mais beaucoup de gens, on évoquait la communauté universelle tout à l'heure, vous pouvez aussi faire évoluer votre régime matrimonial par un changement de régime matrimonial. Donc vous, après 30 ans de mariage en communauté classique, vous pourriez très bien, dans 5 ans, dans 10 ans, changer de régime matrimonial. On appelle plus ça un contrat de mariage, mais ça revient un petit peu au même en quelque sorte, mais c'est un changement de régime matrimonial pour adopter un autre logiciel d'une certaine façon, une autre feuille de route. Okay. Voilà, vous savez tout. On viendra vous voir à ce moment-là. Pour réunir les deux demi-chiens. C'est ça, pour réunir les deux demi-chiens. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Geoffroy, merci Pascal, merci Gilles d'avoir été à nos côtés. On va maintenant parler de votre santé, comme chaque mardi, vous le savez. Avant de retrouver le docteur Thomas de la Pintière pour évoquer la prise en charge des bébés prématurés au CHU de Rennes, je vous propose qu'on se rende au CHU de Brest, qui a été le premier en Bretagne dès 1998 à adopter le programme NICAP, un programme qui propose au-delà des soins techniques, un accompagnement personnalisé du nouveau-né prématuré et de sa famille. Un reportage signé Catherine Aubeil et Bleuhen Le Borgne. Luna est née il y a 19 jours, avec presque 3 mois d'avance sur le terme. Elle est nourrie à la sonde
Mais l'infirmière ayant remarqué qu'elle manifestait une volonté de téter, quelques gouttes de lait lui sont aussi administrées directement dans la bouche. Un progrès énorme pour un si petit bébé, rendu possible grâce à une observation très poussée de ses réactions lors des soins. Nous, en fait, on est des traducteurs du langage de l'enfant prématuré. Ils nous disent beaucoup de choses, aussi bien par la posture, leur tonus. Là, on a observé les mouvements de succion. Ils nous disent beaucoup de choses sur leur stade d'éveil ou pas. Ils nous disent beaucoup de choses sur la manière dont ils respirent, leur rythme cardiaque et leur niveau d'oxygénation dans le sang. Le personnel soignant doit s'adapter constamment au rythme de chaque enfant et non l'inverse. S'il n'est pas prêt pour un soin, l'infirmière attendra qu'il le soit. Respecter son besoin d'obscurité et de silence est primordial aussi. Nous avons développé un programme de recherche qui a permis de montrer que quand on utilise les techniques du NIDCAP, le bébé a moins de signes de douleur et de stress. Il a une consommation d'oxygène qui est diminuée et il a un comportement beaucoup plus harmonieux en cas de stimulation. Le succès du programme repose beaucoup sur les parents qui y sont associés dès le début et qui apprennent eux aussi à interpréter les réactions de leur enfant. Par rapport à ce qu'on lui fait, le visage qu'elle va faire ou les gestes qu'elle va faire, ça dira toujours quelque chose. Enfin, surtout les traits du visage, quoi, ou les petits cris qu'elle fait aussi. En réduisant le stress des prématurés, cette approche a permis de diminuer leur temps d'hospitalisation. Voilà, Laure, Thomas Mazurier et Dr Thomas de Lapintière. Effectivement, vous avez tous les trois des Thomas dans vos noms ou vos prénoms, c'est assez marrant. Vous n'êtes pas là par hasard, vous nous avez rejoints sur ce plateau avec vous, Dr Thomas de Lapintière. On va voir que les Bretons ont donc été largement précurseurs dans la mise en place de ce programme d'intervention ultra précoce. C'est né à Brest, hein, on l'a vu, enfin, en tout cas voilà, pour la Bretagne. Les Brestans ont été les premiers à introduire, à se former et donc introduire ce programme dans leur pratique de soins. Mais ça vient des États-Unis. Mais ça vient des États-Unis. Racontez-nous un peu. Alors, la première personne à avoir commencé à inventer ce programme était Madame Hals, qui est toujours neuropsychologue et qui travaillait en particulier avec Monsieur Brazelton, dont on connaît les travaux sur l'étude du comportement du nouveau-né, les échelles d'évaluation du comportement du nouveau-né. Et Madame Hals a pu, elle, se concentrer sur cette population d'enfants nés prématurés, très prématurés parfois. Donc c'est moins de 32 semaines de... Donc la prématurité, c'est moins de 37 semaines d'aménorrhée, les grands moins de 32, et puis les extrêmes prématurés qui sont nés avant 28 semaines, avant 6 mois de grossesse, donc des bébés extrêmement immatures, extrêmement fragiles, et dont l'hospitalisation va durer longtemps. Dans des conditions parfois difficiles pour les bébés. Et ce programme vise à améliorer donc les conditions d'hospitalisation, le stress de ces enfants-là, comme le reportage le montre très bien. Alors là, à Rennes, ça a été mis en place à partir de 2010. Vous êtes responsable et vous portez ce programme au niveau du CHU de Rennes. Comment sont formés les personnels? Parce que c'est toute une mentalité à changer, en fait. C'est vraiment des... Donc, il y a deux parties. Donc, on a vu les formateurs, Madame Ratinsky, Sylvie Magui, et puis Monsieur Sizin, qui est vraiment celui qui a porté ce programme aussi, qui sont nos formateurs, qui sont venus nous former et qui vont faire en deux parties. Déjà former l'ensemble des équipes à la philosophie de soins autour des soins de développement. Observer les bébés, introduire vraiment et laisser une place importante aux parents autour des soins et de l'observation des nouveau-nés. Et puis des puéricultrices, des médecins, qui vont être certifiés, qui vont apprendre à observer, à faire des observations extrêmement formalisées des nouveau-nés, ce que faisait Madame Ratinsky sur le reportage. Et ces observations vont nous permettre d'adapter, d'individualiser les soins et l'organisation des soins, l'environnement du nouveau-né pour s'adapter vraiment à ce que celui-là, va supporter, tolérer, être capable de faire. C'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est vraiment, donc le I de NIDCAP, c'est vraiment individualisé. Donc on a vu que cet outil d'évaluation associe étroitement les parents. De quelle façon vous les intégrez au sein de l'unité au CHU de Rennes? Il y a d'abord les observations, donc vraiment dans l'implantation du programme, effectivement, toutes les observations se font en présence des parents, ça n'a aucun sens de le faire sans eux. Après, c'est encore une fois une philosophie de soins où on va vraiment intégrer les parents aux soins,
à la vie quotidienne de leur bébé. Donc ça veut dire des choses évidentes, mais qui ne sont pas tant que ça partout, d'avoir aucune limite de durée, de temps, d'horaire de visite pour les parents, qui ne sont plus d'ailleurs des visiteurs, mais qui sont vraiment des participants aux soins. Ce sont les premiers soignants de leur bébé. Ouais. Ils peuvent venir la nuit, un peu tout le temps. Aucun problème, ils peuvent dormir auprès de leur bébé et charge à nous, parce que c'est pas toujours facile d'organiser que ce soit le plus facile possible. Ils peuvent faire les soins, être présents sur tous les soins, et plus ils sont présents, plus ils vont pouvoir soutenir leur bébé et faire que tout se passe mieux. Donc ça veut dire que tous les 8-10 jours, les soins peuvent être réadaptés, la chronologie des soins peut être réadaptée. Ça veut dire que pour vous, c'est une organisation au sein de l'unité qui est quand même assez complexe à organiser, à mettre en place. C'est complexe et surtout, ça veut dire que tout le monde autour des bébés va devoir s'adapter à ça. Bien sûr, les premières autour des bébés qui sont les infirmières puéricultrices, donc ça, elles ont un rôle extrêmement important. Les auxiliaires de puériculture, qui sont très nombreuses dans notre service aussi, mais aussi la personne qui fait le ménage dans la chambre, le radiologue qui vient faire des échographies, tout le monde, même pas que dans le service lui-même, tout le monde autour, toute la logistique autour doit s'adapter à ça. Ça veut dire aussi... dans nos rêves, avoir des places de parking suffisantes pour que les parents puissent ne pas passer une heure à chercher une place de parking. Ce qui n'est pas le cas, mais bon, voilà, on voudrait. Des bus spéciaux pour les parents, des taxis, non, on pourrait imaginer, de façon, encore une fois, c'est difficile pour les parents de dire on vous attend pour le soin, je suis en train d'essayer de me garer, donc je passe une heure. C'est juste impossible. Est-ce que vous avez des retours déjà justement sur les effets à moyen terme, on va dire, de ce programme ? Alors, on sait que c'est un programme qui va vraiment faciliter l'hospitalisation des bébés, ce qui est une épreuve pour les parents, pour la famille. C'est très compliqué d'avoir un bébé qui naît extrêmement prématurément, qui reste longtemps hospitalisé. Donc on en espère d'abord une amélioration des conditions d'hospitalisation. On en espère bien sûr, mais je vous expliquais que la recherche en termes de soins de développement est extrêmement complexe à mener, mais on en espère effectivement une amélioration du devenir des enfants, une amélioration, on le dit dans le reportage, des durées d'hospitalisation, de la durée de nutrition sur sonde, parce que ces bébés arrivent plus vite à manger tout seuls de façon bien organisée, des diminutions de durée de ventilation, donc d'aide respiratoire, et puis, ce qui est encore une fois compliqué à montrer, c'est l'amélioration de leur devenir neurocomportemental à long terme pour que ces bébés aillent mieux. Ouais, là, il faut un peu plus de temps pour évaluer. Mais c'est compliqué, la recherche est compliquée, mais elle travaille. C'est bluffant parce que vous avez des soins plus précis, plus complexes, avec un suivi plus individualisé et personnalisé. Et est-ce que c'est possible de gérer ça avec il faut plus de personnel ou est-ce que c'est possible de gérer ça avec un personnel qui reste stable ? Ça demande vraiment une réorganisation de tout le travail de l'équipe. Effectivement, on dit c'est plus du soin centré sur la tâche. Je fais ma tâche toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, mais centré sur le comportement de l'enfant qui nous dit je suis prêt, je ne suis pas prêt. Donc c'est très complexe, effectivement. On aimerait bien toujours avoir plus de personnel. Alors les personnels en néonatologie sont normés. On a, selon le niveau de soins, un certain nombre de puéricultrices par enfant. Mais, par exemple, les auxiliaires, ce n'est pas normé. Donc, on voudrait en avoir parce qu'elles sont essentielles aussi dans les soins bébés. Donc, ça demande du temps, mais ça demande aussi de l'énergie et de la volonté. Et ça, c'est le travail des équipes. Est-ce que c'est mis en place dans d'autres hôpitaux en Bretagne ? Alors, effectivement... Est-ce que d'autres sont formés ? On a parlé de Brest, de Rennes, mais... Actuellement, Brest, effectivement, est le précurseur. Et puis, il y a 4 unités, on dit de niveau 3 en Bretagne. Niveau 3, ça veut dire qu'à côté de la maternité, il y a une réanimation néonatale. Et donc, les 4 centres, c'est Brest, Saint-Brieuc, Rennes et Vannes. Et donc, effectivement, ces 4 centres, du fait d'une volonté de nos autorités de santé, sont formés ou en cours de formation à ce programme. Et on est la seule région en France à avoir nos 4 centres formés. Mais encore une fois, ce programme est en train d'essaimer en France et on a un grand nombre de centres formés ou en cours de formation au NIDCAP ou au moins à des programmes de soins de développement
parfois moins poussé que le NIDCAP, mais tout aussi centré sur l'enfant et sa famille. Sur les besoins de l'enfant et de sa famille. Merci beaucoup, docteur Thomas de Lapintière, d'être venu nous présenter ce programme. On va maintenant prendre un petit bol d'air, si vous voulez bien. On va, avant d'enfourcher un vélo en bambou avec vous, Thomas Mazurier, on va aller sur le sentier des douaniers préférés des Français. C'est le GR34. Il parcourt la Bretagne. Il a fêté ses 50 ans l'an dernier. C'est l'occasion pour Isabelle Rettig et Christophe Rousseau de nous le faire découvrir dans le Finistère Nord. Il est à peine 10h, mais Bernard, Joël, Jean-Yves et Françoise ont déjà enfilé leurs chaussures de rando. Direction la presqu'île de Castellar. Pour ces randonneurs aguerris, il ne s'agit pas seulement de marcher, ils sont chargés de repeindre si nécessaire les marques qui signalent le GR34, des marques blanches et rouges très reconnaissables. Quand c'est sur le chemin côtier comme ça, il y en a une tous les 500 mètres. Ouais. 100 mètres, allez 100 mètres à peu près. 100, 200 mètres. Ça vous occupe bien? Oui, ça occupe surtout au printemps, bien avant l'été, où on fait chacun un secteur. Et donc voilà. Dans le Finistère, le GR34 parcourt 891 km. Ce sont donc des milliers de marques qu'il faut apposer et entretenir. Les baliseurs effectuent aussi de menus travaux de débroussaillage notamment, les plus gros travaux étant confiés aux communes. Et là ne s'arrête pas toujours leur mission. Moi, il m'arrive aussi quand je balise ou que je me promène d'avoir un sac avec moi pour ramasser quelques déchets que je trouve sur mon chemin, quoi. Il y en a beaucoup? Il y en a de temps en temps, ouais. Dès qu'on approche des endroits, des plages ou des endroits assez touristiques, là on trouve de plus en plus. Dans le Finistère, 133 baliseurs ont été agréés par la Fédération de la randonnée, qui toutefois peine à recruter. Il y a un problème, surtout des jeunes. On trouve essentiellement quand même des retraités qui ont un petit peu de temps. Non, mais ça c'est difficile, effectivement. Mais enfin, on en a. On couvre quand même notre territoire. On assure la continuité du balisage UGR sur le Finistère sans aucun problème. Bonjour. Souvent, le chemin des baliseurs croise celui des randonneurs. Gérard, Nicole, Michel, Armel et Jean-Yves viennent du Mans et de Paimpol. On ne s'est pas perdu. Merci. Non, très bien. Merci. C'est difficile quand même sur le sentier côtier de se perdre. Depuis 4 ans, ils parcourent chaque année une partie du GR34 et il leur reste encore pas mal de chemin. Il va jusqu'à Saint-Nazaire, je crois. Mais bon, après, la dernière partie, je ne sais pas si c'est si intéressant. Mais il y a encore l'année prochaine, presqu'île de Crozon. Enfin, là, il y a encore des coins magnifiques. Après, je ne sais pas. On verra. Puis, on verra en fonction de notre état. Randonnée à pied, on va maintenant prendre un vélo et c'est la thématique de notre coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif. C'est à vous que nous le donnons, ce coup de pouce. Thomas Mazurier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur d'un vélo en bambou 100% breton. Alors qu'est-ce qui vous a amené à faire des vélos en bambou? Racontez-nous. L'idée c'était déjà de faire un vélo moi-même et tant qu'à le faire, autant le faire de manière la plus écologique possible parce que c'est dans mes convictions personnelles. Ça ne s'invente pas de faire un vélo soi-même. Vous avez fait une formation pour ça, quelque chose? Non, il n'y a pas de formation encadreur en France. Il y a des projets, mais moi j'ai une formation de mécanicien cycle, j'ai une formation d'ingénieur à l'origine, mais j'ai travaillé comme mécanicien vélo pendant quelques années. Et c'était vraiment l'envie de monter sa propre entreprise et puis d'être sur quelque chose de renouvelable, quoi. Mais le bambou, ça vient quand même pas de nulle part, parce que vous avez fabriqué, me semble-t-il, des maisons en bambou et terre crue en Thaïlande, c'est ça? Oui, alors, ça c'était des voyages, et finalement... Il est modeste. Oui, j'ai fabriqué des maisons en bambou. Non, mais j'en ai pas fabriqué, c'était... En fait, c'est ce qu'on appelle du woofing, un peu, où on va dans des endroits en voyage, et puis on est le nourri-logé contre de la main-d'œuvre. C'est là que j'ai découvert le bambou, mais dans un pays où la culture du bambou est implantée, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils vont faire, on le fait. Ouais, c'est comme naturel. Ça. Ouais. Alors que chez nous, on n'a pas ce savoir-faire ancestral, il faut tout réinventer. Et là, il y a un mois à peu près, je suis allé rencontrer d'autres artisans du bambou dans le sud de la France. Il y a un collectif qui essaye de se monter autour du savoir-faire, se réapproprier le savoir-faire bambou en France. D'accord. Alors vous êtes en train de bien vous le réapproprier. Vous êtes venu avec l'un de vos vélos en bambou et il vous a fallu 2 ans pour le réaliser, c'est ça? Vous pouvez nous montrer un petit peu parce que... j'ai pas mis 2 ans à faire celui-ci. Ah, pas celui-ci. Ça fait 2 ans que je suis sur le projet. Ouais. J'en ai fait une quinzaine des vélos. Alors, montrez-nous ça un petit peu. Alors, je ne sais pas ce qu'on voit. Vraiment voilà. Très, très, très joli. Donc voilà, là on voit la partie bambou, c'est vraiment le cadre, c'est l'armature du vélo. Et ensuite, je reste sur des composants courants,
C'est-à-dire que je voulais pas que ce soit un vélo où on soit dépendant de moi pour l'entretenir. C'est-à-dire que c'est un vélo qui, par la suite, peut être entretenu. Je peux le vendre n'importe où en France. Il peut être entretenu par n'importe quel mécanicien vélo. On est sur des composants classiques. Il vient d'où le bambou? Alors le bambou, je vais le chercher. On avait vu une photo tout à l'heure dans l'introduction où j'étais avec ma remorque. Donc je vais le chercher à 15 km de Brest. Voilà. Et c'est vrai que... À Saint-Renan. À Saint-Renan, Ouais. dans le jardin exotique. C'est une chance que j'ai parce que le bambou, comme c'est une plante qui est vaguement invasive, il faut le couper de toute façon. Donc c'est presque un service que je rends d'aller. Alors c'est un service, c'est un échange de services parce qu'il me fournit la matière première. Moi, je vais le couper et du coup, je le ramène avec ma remorque qui est en bambou aussi jusqu'à Brest. Pascal Le Gardinier me disait tout à l'heure qu'elle avait des bambous dans son jardin. C'est vrai ça? Voilà, il faut faire des petits vélos. Un tout petit vélo. Vous pouvez faire un petit tour, vous allez nous montrer. Hein, ça nous empêche pas de discuter en même temps. Ça marche normalement. On va voir si ça marche bien. On C'est pédale. plutôt un vélo de ville. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ah oui, j'ai laissé la béquille. Ah oui, ça marche quand même en plus. Oui, ça roule quand même. C'est plutôt un vélo adapté à la ville alors? Alors moi, j'ai pas développé une gamme autour du vélo de ville et du vélo de randonnée. Je laisse le vélo sportif, je dirais, à d'autres. C'est un vélo qui va être très confortable parce que le bambou va apporter de la souplesse et il y a une esthétique qui fait que aussi on parle à un public qui est sensible au look du vélo. C'est-à-dire que faire du vélo, des fois, c'est un engagement. Et le fait d'avoir un beau vélo et de se dire je suis fier de monter sur mon vélo, ça va plus motiver les gens à faire du vélo au quotidien. Alors, les caractéristiques du bambou, c'est quoi? C'est la robustesse, c'est la flexibilité? Voilà, c'est ça. On va être sur un matériau qui va être hyper solide. C'est une fibre naturelle et c'est des fibres longues par rapport plus longues que le bois, donc on va vraiment être sur quelque chose de solide. Et après, on ne va pas être sur quelque chose d'extrêmement rigide, comme le carbone aujourd'hui, qui est un matériau très utilisé. On va être sur quelque chose de plutôt souple. Donc il va falloir quand même bien dimensionner les tubes parce qu'il ne faut pas que le cadre soit trop souple, sinon on perd en efficacité. Mais ça va vraiment amortir les vibrations sur des pavés, sur des routes un peu accidentées. On va se sentir beaucoup plus confortable en fait. D'accord. Et est-ce que quand on aime le bambou mais qu'on est un peu fainéant, il est possible d'avoir un modèle électrique? Oui, c'est pas une contrainte. Moi, initialement, pendant 2 ans et demi, j'ai travaillé dans le vélo électrique exclusivement dans une boutique à Brest qui s'appelle Vélozen. Donc j'ai des compétences vraiment là-dedans. Donc ce serait dommage de s'en priver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le marché qui est le plus porteur. Donc j'ai fait 1 ou 2 modèles électriques. J'ai une demande là, le premier client qui m'a contacté pendant la campagne de financement. C'était pour un vélo électrique, donc c'est pas une difficulté, mais ça rajoute quand même un peu le budget, ça augmente le budget. Et vous avez même un projet de vélo cargo. Voilà, ça c'était le cœur du crowdfunding, du financement participatif avec Kengo. C'était financer le développement de ce produit. Voilà. L'idée c'est, quand on fait du vélo, on peut avoir un enfant sur le porte-bagages, et quand on a 2 enfants, moi je l'ai constaté en boutique, les gens ils arrêtent de faire du vélo. Donc, le vélo cargo électrique, c'est une vraie alternative pour ne pas revenir à la voiture. Parce que c'est un peu la tristesse chez des gens qui ont tout fait en vélo et au deuxième enfant, ils ne peuvent plus. Du coup, voilà. Alors, vous avez besoin de 5 350 €. C'est ce que vous demandez sur la plateforme de financement participatif Kengo. À quoi va servir cet argent, alors précisément? Vous l'avez dit, à développer ce vélo cargo. Oui, c'est ça. Il y a une partie homologation, c'est-à-dire qu'un vélo... C'est un peu flou sur l'artisanat, mais globalement, c'est bien de le faire homologuer au CRIT. Donc, c'est un institut d'homologation des outils sportifs. Donc, ils vont faire subir 5 tests qui correspondent à la durée de vie totale d'un vélo, une 20 000 fois appuyé sur chaque pédale, etc. Et ça permet de vérifier que le cadre est aux normes de sécurité, quoi. Il reste combien de jours pour participer? Il reste... c'est jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, il faut faire vite quand même. Peu de temps, on a atteint les 100% hier. Donc maintenant, c'est du bonus. Après, il faut savoir que quand on monte une campagne de crowdfunding, de toute façon, on se fixe un objectif réalisable. Oui. Parce que le but, c'est d'atteindre le palier, sinon on ne touche pas forcément la somme d'argent. Ensuite, j'ai d'autres objectifs à financer, j'ai d'autres projets sur la partie électrique, sur la partie location. J'aimerais bien faire un peu de location à Brest parce que ça permet de rendre le vélo plus accessible. Ça peut être de la location longue durée. Et vous organisez même des stages de fabrication de vélos sur 5 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, super, ça c'était. On peut fabriquer, ça veut dire ce vélo-là en 5 jours? C'est ça. Ouais. Wow. Et après, on fait le vélo qu'on veut. C'est-à-dire qu'en 5 jours, en 4 jours, on va fabriquer le cadre. Et ensuite, bon, il y a tout un travail en amont sur le choix des pièces et le fait de les commander. Mais le 5e jour, on assemble le vélo
avec les composants qu'on a choisis. Eh bien, écoutez, super, merci beaucoup. Thomas, Merci. ça vous tenterait les unes les autres? Carrément. Bon, voilà. Alors, avant de retrouver Laure, Thomas, on va se rendre chez vous, Laure, à Quimper, au siège des éditions L'Avion de papier, qui commercialise des livres pour enfants un peu différents. Une découverte commentée par Muriel Lemorvan. Des livres pour enfants moins chers qu'un paquet de chewing-gum, là où l'on craque à la caisse du supermarché. Certains diront que c'est une gageure. Sébastien l'a fait. Pour démocratiser la lecture, il a créé l'Avion de papier, local et éco-responsable. Aux caisses de tous les magasins, supermarchés, supérettes, hypermarchés, on est des livres imprimés en Bretagne à 2 € au lieu d'être des bonbons. Et finalement, c'est un rêve que je mène et que je veux voir aboutir. Et pour concrétiser ses rêves, il faut savoir s'entourer. L'Avion de papier, c'est désormais une équipe, 10 livres édités et d'autres en préparation. Les styles sont diversifiés, les dessins colorés, les histoires stimulantes. On a vraiment envie de faire passer des messages à travers la lecture aux enfants. Donc là, à la rentrée de septembre, on aura un livre qui sera fait en relation avec la Fondation Jane Goodall pour sensibiliser les enfants à la protection des grands singes. On a aussi un livre qui va sortir au mois de juin, un livre sur les abeilles. Donc là, on a la couverture et elle est en train de faire les coloris, ça c'est son dessin. Je considère que c'est les générations futures aussi qui vont devoir, par leurs gestes, au quotidien, faire évoluer aussi les comportements. Le livre pour enfants peut être un puissant vecteur à un âge où l'imaginaire est puissamment stimulé, à un âge où on sait tous l'histoire du soir, quelle importance elle peut avoir, un côté sacré presque pour les enfants. Tous les grands changements positifs dans l'histoire sont faits parce que les hommes collectivement ont cru dans une histoire. Des histoires de papier qu'il va falloir faire voler de tous les côtés. La petite maison d'édition quimpéroise cherche à étoffer son réseau de distribution pour faire lire et rêver un maximum d'enfants et les éloigner des écrans. Voilà, les éloignés des écrans, l'Avion de papier. Et Laure Thomas nous a rejoint. Vous êtes la chargée de communication des éditions. Comment est née cette idée, en fait, de vendre des livres à la place des chewing-gums, finalement, pour le même prix, quasiment? L'objectif, c'était de rendre la lecture accessible au plus grand nombre. Et comme le frein principal, c'est le prix, c'était de proposer le prix le plus bas possible. Donc là, 2 €. Comment fait-on pour commercialiser des livres jeunesse à 2 €? On a une politique d'ultra proximité, c'est ça? C'est plus la quantité. On en imprime beaucoup et c'est avec le nombre qu'on peut les vendre à ce prix-là. D'accord. Alors quand vous dites beaucoup, ça veut dire, alors vous en avez déjà sorti pas mal, 10 titres déjà, 10 titres imprimés. À 25 000 exemplaires chacun. 25 000 exemplaires chacun. Ah oui, quand même. Ce sont des auteurs bretons pour l'essentiel ou pas uniquement? Pour l'instant, il y en a beaucoup de bretons, mais sinon il y en a aussi de Savoie, un peu partout en France. Alors l'idée, c'est vraiment d'être dans l'ultra proximité, le Made in Braise. Vous imprimez où, dites-moi? À Berne-Bretagne. Ah, donc en Ille-et-Vilaine. Et puis pour le reste, vous avez tout un tas de points de vente. Combien de points de vente en Bretagne? Une centaine pour l'instant. Une centaine. Un peu partout, des épiceries, des biocoop, des petites supérettes. Alors c'est ça, oui, voilà. Vous ne vous limitez pas aux librairies. Ça, pour vous, c'était essentiel pour décloisonner un petit peu la lecture? Parce que les libraires, les gens qui y vont, ils sont déjà sensibilisés à la lecture. Alors que là, on apporte la lecture là où on ne l'attend pas forcément. Donc aux caisses des supermarchés, par exemple, pour privilégier la lecture plutôt que les sucreries. Ce qui est une très bonne idée, effectivement. Alors c'est un projet qui est soutenu financièrement également par un collectif de particuliers. Ça, c'est pas si commun non plus. Oui. Racontez-nous un petit peu. C'est des personnes qui se sont regroupées parce qu'ils étaient sensibles à l'ADN du fait du prix à 2 €. Aussi le fait qu'on soutient des projets humanitaires et que depuis, par exemple, début février, on a 4 emplois en Bretagne. Donc ils ont été sensibilisés à ça et puis ils ont décidé de nous soutenir. Alors, vous ne comptez pas vous arrêter là. Déjà 10 livres imprimés. Il y a un nouveau livre qui sortira au mois de juin, on l'a vu dans le reportage, sur les abeilles. Et d'ici le mois de septembre, vous avez l'intention de sortir combien? 5-6 titres? 5-6 titres, oui. Mais c'est un rythme effréné, comment vous faites? Ça 25 000 à chaque fois, c'est ça? Là, pas forcément encore. Ah oui, d'accord. On va commencer petit, puis après, on imprimera. Ah, quand même. Vous avez fait fort dans le démarrage, quand même. Et alors, à plus long terme, est-ce que vous avez des projets un peu plus précis Pour 2020, on aimerait sortir 40 titres par an. Donc à raison de 10 titres chaque trimestre pour créer de la demande et puis avoir des personnages récurrents. D'accord. Et peut-être même un projet de dessin animé, je me suis laissé dire. Dans l'idéal, ce serait ça, oui.
Bon, plus rien ne les arrête. Plus rien ne les arrête. Qu'est-ce que ça vous inspire, Armelle et Thomas, une initiative comme celle-ci de rendre la lecture accessible à tous, vraiment dans des lieux où on ne l'attend pas forcément, dans une biocoop ou dans des lieux comme ça? Ou dans des supermarchés. Dans des c'est supermarchés. Vrai que c'est facile. Oh, 2 €, ben tiens, je vais en prendre un ou deux. Ou, Non, c'est... La lecture, ça soutient... Oui, puis on voit que c'est des livres de qualité. C'est-à-dire qu'à 2 €, on pourrait s'attendre à avoir quelque chose de vite fait. Et là, on voit que c'est du contenu de qualité. Donc c'est voilà, on très voit ça, c'est du papier, vous voyez, un peu... Et les illustrations sont vraiment magnifiques. Oui, voilà. Puis c'est plus agréable, les crises à la caisse, plutôt de « oh non, pas encore un livre, c'est le 3e cette semaine ». Voilà. Je ne sais pas si c'est un message subliminal que vous m'envoyez, mais voilà, il y a José Grosboulet qui peut revenir. Vous disiez, c'est des personnages récurrents? Oui, là, pas forcément celui-là, parce que c'est sur le handicap. Ah mince. Mais c'est chouette, donc ça veut dire que vous utilisez vraiment, il y a plein de thématiques, et ça c'est beau. Ouais. Donc ça c'est beau, la démocratisation de ces thématiques. Ouais. Et comment ça se passe d'ailleurs sur le choix des personnages, hein? Ce sont les auteurs qui vous proposent... Oui, sinon on peut leur demander si on a un projet particulier, mais il y a beaucoup de propositions. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Laure Thomas, d'être venu nous présenter les éditions de papier. On est presque à la fin de cette émission. Catherine, est-ce que vous avez une petite conclusion sur le mariage? Est-ce que ça vous a inspiré? Presque, oui, quand même. Vous m'avez dit, oui, je me suis dit, allez, peut-être, juste pour les joies de remplir un contrat aussi, et puis de se dire, on a la sécu quand même. Moi, je préfère un chien en entier, mais quand même, ça peut être intéressant de le partager aussi, ne serait-ce que pour la garde alternée. Donc, si on survit à la réalisation du plan de table, si on survit aux crises à la caisse pour avoir les petits bouquins, si on survit aux balades à vélo, parce que c'est sympa, non, c'est super le vélo, je pense que ça vaut le coup de fêter ça avec un contrat de mariage aussi. Allez, vous m'avez rendu l'espoir. Merci à tous les invités. C'est beau. Merci à vous. Et vous savez quoi, si vous survivez aussi aux petites phrases interdites, si l'on veut rester en couple, de Pascal et Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu, on ne peut que vous inviter à le lire parce que c'est un régal, un petit bijou. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, mercredi à 10h50. On s'intéressera au monde fascinant des abeilles. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo, vous savez quoi, moi je crois que je vais partir en vélo. Bah ouais, tout de suite maintenant. Allez, c'est parti.